Un métier. C'est un vrai métier. Bon, bonjour à tous, mesdames et messieurs les diplomates et les consuls honoraires. Un bonjour particulier à nos amis consuls honoraires de Hongrie qui sont en nombre ce soir pour cette visioconférence des mercredis de l'UCHF. On est ravis, selon la tradition, de recevoir chaque début de semestre d'être accueillis par l'ambassade qui préside l'Union européenne, et on fait cette réunion régulièrement avec la Maison de l'Europe présidée par Michel Derdebey. Alors cette réunion, elle est un petit peu particulière. Je disais à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, beaucoup nous ont posé la question, mais pourquoi pourquoi? Parce que tu sais quand même la Russie, tu sais quand même l'OTAN, tu sais quand même tout ça, etc. Et bien justement, je crois que c'est extrêmement important de pouvoir poser ces questions, avoir les réponses de l'ambassadeur pour pouvoir les porter, en tout cas pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Donc, encore merci, monsieur l'ambassadeur, de nous accueillir. Je laisse la parole, un mot à Michel Verdevey. Ensuite, nous aurons 25 minutes d'exposé et puis un jeu de questions-réponses. Le jeu de questions-réponses, soit vous mettez un mot sur le chat, soit vous levez la main. Et c'est Bertrand, puisque moi je ne suis pas en position de le faire, qui passera la main aux uns et aux autres. Michel. Merci Anne-Marie et bonsoir à toutes et à tous. Et je vais reprendre les propos d'Anne-Marie pour vous dire le bonheur que la Maison de l'Europe de Paris a de ce soir de participer à cette visio. Nous avons déjà accueilli Son Excellence à la Maison de l'Europe de Paris à la faveur d'une conférence que nous avons faite sur votre père, Thomas Djour, à laquelle Jean-Louis Bourlange, à laquelle Alain Lamassoure ont participé, ont rappelé le rôle majeur de Thomas Djour au sein du Parlement européen et laissé une trace chez tous les parlementaires qui ont pu être avec lui. Et puis, on a des liens avec la Hongrie. Les amis de l'Institut hongrois sont venus le 17 juin à la Maison de l'Europe, à la nouvelle Maison de l'Europe qui a déménagé au 77 avenue de Versailles. Vous-même, vous viendrez, monsieur l'ambassadeur, je crois, en septembre. Donc, on est vraiment ravis de ce moment. Je rajouterai juste le fait que dans la carrière diplomatique de notre invité de ce soir, il y a eu un moment clé, c'est 2004, c'est l'adhésion de la Hongrie à l'Union européenne, dans laquelle vous avez joué un rôle de premier plan. Et ce sera sans doute intéressant de regarder 20 ans plus tard le bilan qu'on peut faire de l'adhésion de votre pays dans le concert européen, à la faveur de toutes les questions qu'Anne-Marie évoquait aussi. Donc, encore une fois, mille merci et je vous passe la parole. Flore, Merci Florence. beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les consuls honoraires, et naturellement et spécialement les consuls honoraires de la Hongrie qui sont avec nous. Merci beaucoup pour votre intérêt, merci beaucoup pour participer à cette conférence où on va parler un peu, et j'ai la possibilité de vous présenter les priorités de la présidence hongroise de l'Union européenne qui vient de commencer, on peut un peu dire. Naturellement, comme vous savez très bien, toujours quand on a la présidence, c'est une question quand est-ce qu'on a la présidence? Parce que si on a la présidence dans la deuxième moitié de l'année, elle est beaucoup plus courte que si on l'aura dans la première moitié, parce que ça, on sait très bien, parce que la première présidence que nous avons eue, c'était en 2011, c'était la première moitié de l'année qui avait donné beaucoup plus de possibilités, mais naturellement en 2011, c'était aussi très intéressant parce que c'était la première fois qu'on a fait le système du trio. Alors, de prendre 3 pays ensemble et que ces 3 pays travaillent ensemble pour un programme qu'ils ont pour cette présidence. Aussi, 2011, c'était aussi un temps très, très intéressant à cause on a fini les négociations avec la Croatie et la Croatie était prête pour entrer dans l'Union européenne. C'était le printemps arabe qui s'est arrivé. Et je dois dire aussi, maintenant, on a beaucoup de défis. La deuxième moitié de l'année, comme vous savez, c'est beaucoup plus court parce que vous êtes encore là, vous êtes déjà parti en vacances, mais les vacances viennent justement dans notre présidence. Alors, on a les premiers jours de juillet où nous sommes maintenant pour faire quelque chose. Après ça, il y a les vacances jusqu'à la fin du mois d'août. On a septembre, octobre, novembre pour faire quelque chose. Et en décembre, on a aussi seulement la moitié du mois parce que il y a Noël qui arrive et ça nous aussi quitte un peu des possibilités. Alors,
dans quelle position est-ce qu'on prend la présidence? On a une guerre dans notre voisinage, on a des problèmes économiques dans l'Union européenne, la situation sécuritaire est fragile, on a des problèmes qui sont d'une grande actualité comme la migration ou les questions démographiques. Et dans ce temps, nous avons décidé de faire une présidence très technique. Qu'est-ce que ça veut dire très technique? On a vraiment l'intérêt, ce qui est le rôle de cette présidence, d'être le courtier. Parce qu'on a absolument besoin de cette position dans une situation d'une transition institutionnelle. Parce que, comme vous savez, on a eu justement des élections de Parlement européen. On a maintenant les premières réunions de Parlement européen en ce moment. Et naturellement, ça veut dire que aussi il y a une nouvelle commission, il y aura des nouvelles commissaires qui vont arriver. Et dans ce temps, c'est très nécessaire d'avoir quelqu'un qui fait plutôt le travail technique qu'il est nécessaire. Un peu des dates sur les réunions que nous avons prévues, en tout cas pendant ce bref temps que nous avons. On a prévu 1600 réunions de travail. Ça semble beaucoup, mais chaque présidence a une certaine quantité parce que, naturellement, si on parle toujours seulement des grandes réunions où il y a les premiers ministres ou les présidents ou les ministres des Affaires étrangères, mais naturellement, il y a des réunions à tous les différents niveaux. Alors, de ces 1600 réunions que nous avons, entre la plupart à Bruxelles, naturellement, mais aussi on aura 230 réunions à Budapest. On a plusieurs sommets, on a des sommets informels, on a la réunion informelle du Conseil européen, on a une réunion de CPE où il y a plus de 40 chefs d'État qui vont venir. La réunion est maintenant à Londres et la prochaine sera à Budapest. Et nous avons prévu un sommet pour les pays du Balkan occidentaux. Cette réunion probablement ne sera pas en Hongrie parce qu'on a le plan de faire ça dans la région. Alors, dans un des pays de Balkans occidentaux, ce n'était pas encore décidé exactement dans quel pays ça se fera, mais ça sera localement là. On aura 16 réunions ministérielles informelles en Hongrie. Et aussi, c'est intéressant de savoir, naturellement, quand on est un trio, et chaque pays de ce trio a des différents dossiers qu'il prépare et avec lesquels il travaille. Maintenant, on a reçu déjà 122 dossiers de la présidence belge. Alors, ça veut dire, et de ça, il y a 55 dossiers de trilogue qui sont arrivés chez nous. Alors, ça veut dire qu'on aura beaucoup de travail. En présidence, dans la préparation et aussi parlant des priorités, il est très important de bien préparer les priorités qu'on présente. Pour ça, on a pour la première fois dans l'histoire un ministère des Affaires européennes en Hongrie. C'est un ministre, le ministre M. Boka, qui a la responsabilité pour tout ce qui est en connexion avec cette présidence, la préparation, c'est chez lui. Et c'est un ministère qui est seulement dédié aux affaires européennes. Ici en France aussi, la côté européenne est forte, mais c'est dans le ministère des Affaires étrangères. Maintenant, c'est un ministère pour lui-même, pour des affaires européennes. On a doublé les diplomates à Bruxelles, parce que ça, c'est aussi très nécessaire, mais en travaillant sur les priorités pour cette présidence, on a eu 280 réunions avec des États membres, des institutions de l'Union européenne, des pays candidats, des acteurs économiques et des ONG. Qu'est-ce qu'ils pensent qu'il sera nécessaire d'avoir comme priorité dans notre présidence? Et après d'avoir toutes ces réunions pendant 2 ans, on a fait 7 priorités pour notre présidence. Et la priorité la plus importante, c'est d'avoir un nouveau pacte européen pour la compétitivité. Parce que la compétitivité, c'est maintenant très nécessaire. La situation de l'Europe est devenue très facile avec des problèmes économiques que nous avons. Alors, la compétitivité, c'est devenu vraiment la première priorité. La seconde priorité, et je vais après parler un peu plus sur les différentes priorités, mais c'est la compétitivité, c'est la défense
C'est l'élargissement, ce qui est très important, les questions de l'immigration, la cohésion, les questions agricoles et les questions démographiques. Alors, ce sont les 7 points que nous avons comme priorité. Nouveau pacte européen de la compétitivité. Il est très important de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans un monde où la Chine devient plus importante, les États-Unis jouent un rôle très important. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vraiment donner plus d'importance à la compétitivité de l'industrie européenne? On peut travailler avec beaucoup des papiers professionnels qui sont faits. Il y a un rapport de M. Letta qu'il avait fait sur le marché intérieur. Il y a un papier qui va venir de M. Draghi qu'il va faire. Il y a un rapport des spécialistes franco-allemands qui a travaillé sur le sujet de la compétitivité. Tous les 3 papiers ont des éléments très, très importants que nous pouvons utiliser pour travailler. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider aux petites et moyennes entreprises, ce qui est très important, pour créer des conditions d'une croissance durable? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider au marché intérieur, que le marché intérieur fonctionne mieux et que vraiment s'occuper que l'industrie européenne et la compétitivité du marché européen devient plus forte? Le second point, naturellement, la défense. Nous sommes dans un pays qui, malheureusement, se trouve dans le voisinage d'une guerre. On a chaque jour des éléments de la guerre qui arrivent chez nous. On est très, très proche de voir ce qui se passe chez nos voisins avec cette horrible guerre qui se passe en Ukraine. Alors, c'est très nécessaire de regarder qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer la défense européenne. Où est-ce qu'on a la possibilité de coordonner en ce qui concerne l'achat des armes, la fabrication des armes, la coordination de la fabrication des armes. Comment est-ce qu'on peut donner plus de contributions à la recherche et à l'industrie de défense, qu'ils peuvent faire des plans de long terme. Alors, il y a beaucoup des aspects de la défense qui joueront un rôle très, très important chez nous. Élargissement. Élargissement pour la Hongrie, c'est un sujet qui était toujours de première importance. Pourquoi? Parce que les pays de Balkans occidentaux se trouvent directement, ce sont nos voisins et on travaille avec eux chaque jour. Le plus important, c'est que l'élargissement doit se faire fondé sur la mérite des différents pays. Parce qu'il est absolument important que les pays, avec ce chemin qui est très difficile pour s'approcher à l'Union européenne, qui prend beaucoup de temps, et je sais de quoi je parle parce que j'ai eu la possibilité de participer aux négociations de la Hongrie quand la Hongrie était entrée dans l'Union européenne. C'est un chemin qui est très lent. Mais ces pays doivent aussi comprendre, si moi je fais ce que l'Union européenne attend de moi, je peux suivre mon chemin pour vraiment aussi que les décisions politiques se prennent, que je peux devenir membre. Et pour ça, il est très important que l'Union européenne devienne le premier partenaire pour la région de Balkans occidentaux. Pourquoi je dis ça? Si on n'avance pas avec l'élargissement, ces pays, je le comprends très bien, ont aussi des autres, disons, forces qui vont entrer dans cette région et qui se feront plus importants là-bas. Et on sait très bien qu'il y a déjà des grandes activités qui ne sont pas de l'Union européenne, qui se font maintenant dans les pays de Balkans occidentaux. Alors, il est absolument nécessaire d'expliquer aux différents pays, si vous suivez les règles, si vous fermez des chapitres, si vous commencez, parce que tous les pays sont dans un niveau différent avec la négociation avec l'Union européenne, il faut donner un exemple, il faut dire si vous êtes prêts, aussi on va vous recevoir dans l'Union européenne. Il est aussi au même moment très important de parler avec l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie, parce que ce sont les pays du futur. L'élargissement ne s'arrête pas avec le Balkan occidentaux. Il faut aider à ce pays. Il y a beaucoup de possibilités comment on peut aider.
Par exemple, je le dis seulement comme un exemple, ce que nous faisons en Hongrie, c'est il y a beaucoup des fonctionnaires hongrois qui travaillent dans les différents pays de Balkans occidentaux, dans les ministères, pour les aider à se mieux préparer pour l'élargissement. Alors, l'élargissement était dans notre première présidence très important en ce qui concernait la Croatie. Alors, on a travaillé avec la Croatie, on a vraiment préparé l'entrée de la Croatie, on a réussi de faire ça. On a le même intérêt de vraiment travailler sur l'élargissement quand nous avons notre seconde présidence. Aussi, le nouveau plan de croissance pour les pays du Balkan occidentaux il commencera aussi et on va voir les premiers résultats de ce nouveau plan de croissance dans le Balkan occidental. Immigration, c'était un sujet naturellement important pour la Hongrie parce qu'on reçoit beaucoup d'immigration. En Hongrie, on a on a une frontière qui est une frontière de l'Union européenne qu'il faut protéger. Mais dans notre présidence, on aimerait bien nous occuper avec la dimension extérieure de la migration. Ça veut dire le contact avec les pays du Méditerranée, d'où viennent les migrants, mais aussi des pays où la migration commence et les pays du transit de la migration. Parce que c'est très important. Oui, naturellement, il faut s'occuper aussi des migrants qui sont ici, mais aussi il faut bien travailler avec les pays qui se trouvent sur le chemin de la migration et aussi avec les pays où la migration commence. Et pour ça, il faut travailler pour les aider et pour collaborer spécialement avec les pays de la Méditerranée où il y a beaucoup d'immigrants qui veulent arriver sur le territoire. Et il est très important de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer les problèmes quand ils ne sont pas encore sur le territoire de l'Union européenne. Et ça, c'est une question très importante. Il y a des pays qui ont une énorme importance, par exemple la Mauritanie, le Sénégal, le Tchad, qui jouent un rôle très important, qui essayent de jouer un rôle très important de stabilité dans une région que malheureusement n'est pas très stable. La cohésion, c'est une question qui est très importante. Plus d'un quart de la population de l'Union européenne vit dans des régions qui n'atteignent pas 75% du niveau de développement moyen de l'Union. Alors, il y a vraiment une nécessité pour cette cohésion pour aider aux différentes régions de l'Union européenne où il est nécessaire pour voir comment on peut les aider. La cohésion, c'est un sujet qui entre aussi dans les questions de la compétitivité, parce que là, il y a des régions où il faut aider qu'ils peuvent se développer et donner des possibilités qu'ils se développent, mais aussi dans les défis de la démographie, ce qui est aussi très important de regarder aux différentes régions où la situation est maintenant plus compliquée. Si on peut les aider, ça va aussi aider aux questions démographiques. Alors ça, c'est une question très importante. On aura aussi, pendant notre présidence, l'évaluation de mi-parcours des questions de la cohésion. Alors, on aura aussi des sujets de la cohésion qui vont nous occuper. Agriculture. Agriculture, c'est vraiment une priorité qui est très essentielle. On a vu ça avec les manifestations. On comprend bien qu'il faut travailler avec les agriculteurs, que les agriculteurs voient, parce que très souvent on les traite comme la cause du changement climatique, mais il faut montrer qu'ils ont de la solution des questions que nous avons avec le changement climatique. Il faut aider les agriculteurs, il faut travailler pour une souveraineté de la sécurité alimentaire, il faut voir comment on peut les aider vraiment pour mieux se développer, de regarder les difficultés que les agriculteurs ont pour les aider et en tout cas de maintenir comme un sujet très très important sur lequel l'Union européenne doit travailler parce que malheureusement ces manifestations des agriculteurs peuvent retourner bientôt et on a vu qu'ils ont une grande force et il faut reconnaître que cette force existe et il faut essayer de les aider.
Un point qui est aussi important pour nous, c'est le gaspillage alimentaire, parce que c'est une question aussi très importante, parce que si on parle de la souveraineté et la sécurité alimentaire, il faut aussi voir qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le gaspillage alimentaire et utiliser tout le potentiel qu'on a dans ces questions. Et le septième point, c'est un point très hongrois, la question de la démographie. Démographie, c'était toujours une des questions principales en Hongrie. On a toujours travaillé sur les questions de la démographie. On a réussi de changer un tout petit peu, pas un tout petit peu, mais très fortement, la natalité en Hongrie. Mais on veut présenter que la démographie, ce n'est pas la question de la natalité, parce qu'il aussi, il faut s'occuper de vieillissement accéléré de la société européenne, tous les problèmes qui sont les problèmes sociaux qui sont connectés avec le vieillissement. Il faut trouver vraiment qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut s'occuper de ça. Aussi, la natalité joue un rôle très important, mais il faut montrer que vraiment cette démographie, ça touche tellement des différentes questions. J'ai dit avant les questions de la cohésion, mais vraiment aussi c'est une question de la compétitivité européenne. Comment est-ce qu'on peut solutionner les problèmes démographiques? Il y a sous la présidence espagnole la boîte des outils démographiques. C'est une chose qui est très bien, qui est très utile et sur laquelle nous allons aussi travailler. Mais comme ça, avec la démographie, on a aussi la possibilité de présenter des résultats que nous avons eus en Hongrie quand on a travaillé avec la démographie. Alors, ça sont les 7 points des priorités. Naturellement, chaque pays, et comme vous voyez derrière moi, ils ont un symbole qui est le symbole pour nous de notre présidence. Nous avons pris comme symbole le cube de M. Rubik, que je pense qu'il est un très très bon exemple pour l'utiliser parce qu'il est composé exactement par 27 petites cubes. Alors, les 27 cubes, et aussi, ils représentent les 27 pays de l'Union européenne, que la situation peut se changer très vite avec ces 27 pays, mais on essaie en tout cas d'utiliser cette cube de Rubik pour montrer qu'est-ce que ça veut dire cette unité européenne et comme elle est importante. Et aussi, nous sommes maintenant dans le 50e anniversaire de Rubik, de Monsieur. Mais M. Rubik, il était hongrois, alors ça donnait beaucoup des possibilités pour utiliser ça. Merci beaucoup pour votre intérêt. Pardon, j'ai parlé trop, mais en tout cas, j'ai présenté les priorités. Merci. Vous êtes vraiment, c'est absolument parfait. Bertrand, est-ce qu'il y a des questions déjà dans le chat ou est-ce qu'il y a des mains levées? Sinon, pour l'instant, pas de main levée, pas de questions dans le chat, mais c'est le moment de le faire. Ce qui est formidable parce que ça veut dire que j'ai bien expliqué les choses. Voilà. Donc, je vais commencer alors. Hein. C'est peut-être en essayant d'approfondir chacun de ces 7 points, donc compétitivité, défense, élargissement, j'ai fait bon élève, hein, immigration, cohésion, agriculture et démographie. Je vais peut-être commencer par la défense et sur votre vision d'une défense européenne aujourd'hui avec les élections aux États-Unis, avec la crise en Ukraine et les menaces sur les pays voisins. Comment on fait pour construire? Est-ce qu'il faut construire une défense européenne et comment on fait? Je pense que c'est absolument nécessaire. Vous avez dit très bien toutes les différentes raisons pour lesquelles il est important de travailler sur la défense européenne. Il faut commencer de travailler sur la défense. Ça c'est une chose qui est vraiment d'une très très grande importance parce que nous sommes, malheureusement, on était trop heureux après tous les événements de 89 où on a vu comme la situation en Europe centrale et dans l'Europe de l'Est se changer. On est devenu un peu trop tranquille et on n'a pas vu les possibles dangers qui sont là. Je pense que c'est maintenant le plus important de travailler sur la collaboration européenne dans les sujets de défense, de voir comment est-ce qu'on peut meilleurement faire disons les contacts entre les différents pays de l'Union européenne. Il y a quelques-uns qui sont déjà très développés dans la production des armes ou dans
dans le développement de leur défense. Il y a des autres pays qui ne sont pas tellement professionnels. La France, sûrement, est un des pays qui a des plus grandes capacités. Mais pour ça, il faut utiliser disons, cette pool de sagesse que nous avons dans l'Union européenne et le coordonner mieux. Et quand on a la possibilité aussi de faire des achats des armes ensemble, de faire la coordination, une meilleure coordination de travailler sur la recherche, sur l'industrie de défense, donner des fonds européens que la recherche se développe aussi mieux dans l'Union européenne, de travailler sur une collaboration aussi des différents pays de l'Union européenne sur la question de défense. Naturellement, on va dans la direction d'une collaboration beaucoup plus profonde dans le futur, mais il faut commencer. Ouais. Il faut se mettre à la table. Il y a des événements comme Eurosatory, qui sont ici à Paris, on était ensemble, qui nous montrent vraiment toutes les possibilités qu'on a pour collaborer, pour travailler ensemble, mais il faut le faire, il faut travailler sur cette coordination au sein des pays européens. On peut même se demander s'il n'y a pas plus d'urgence que ça. Là, c'est la Lituanienne qui parle avec des exercices chinois aux frontières de l'Europe, en Bélarus, la semaine dernière, dont personne n'a parlé en France. Il y avait tellement de choses à dire importantes que personne ne s'est intéressé à des exercices chinois et russes aux frontières de l'Europe. Il faut parler de l'Europe, il faut parler des capacités de l'Europe, il faut parler des nécessités que tous les pays européens aussi font ce qui est nécessaire d'être comme membre de l'OTAN, d'utiliser les 2% de leur budget pour la défense. Aussi, il y a encore quelques pays qui ne le, au moins, il y a quelques pays qui ne le font pas. Alors, il y a beaucoup de possibilités de faire quelque chose. Il y a un secteur qui n'a pas été évoqué dans votre présentation, c'est la question de l'énergie. Est-ce que pendant les 5 mois à venir de la présidence, 6 mois à venir de l'Alliance hongroise, il y aura des thèmes liés au pacte vert, à la politique énergétique de l'Union, sachant que c'est un sujet majeur de souveraineté, d'indépendance pour les Européens, et donc comment votre pays... Comme vous savez, en ce qui concerne l'énergie, nous sommes très proches de la France et on travaille très très bien en ce qui concerne le nucléaire. Parce que le nucléaire, c'est une question qui devient de plus en plus urgente. On voit sur notre territoire qu'est-ce que ça veut dire la nécessité de nucléaire, le développement du nucléaire. Nous sommes maintenant en train de construire une deuxième centrale nucléaire. On a absolument besoin parce que, comme vous savez, si je peux vous donner un exemple de la Hongrie, naturellement, on a une dépendance très forte de l'énergie qui vient de la Russie. On a la nécessité de cette électricité nucléaire pour avoir besoin de moins de gaz pour produire l'électricité. Et comme ça nous aussi donne un peu plus d'indépendance dans une situation très difficile. Je pense qu'il est très important, et ça c'est un point que nous avons en ce qui concerne l'énergie, c'est aussi la collaboration avec les pays de Balkans occidentaux, parce qu'il faut voir d'où vient l'énergie, quels sont les différents chemins, d'où vient le réseau, d'où vient l'énergie sur le continent européen. Et là aussi, les pays de Balkans occidentaux jouent un rôle très très important pour nous. Naturellement, on a au même temps, parce qu'on essaie toujours de donner exemple, mais aussi regarder l'énergie verte en Hongrie joue un rôle très important. Maintenant, on fait des grands projets en ce qui concerne l'énergie solaire. On a naturellement aussi le plan de voir comment se passe le développement dans l'Union européenne en train d'utiliser. Mais il ne faut pas oublier que le nucléaire joue un rôle absolument clé dans toutes les questions de l'énergie. J'ai vu une question, Bertrand, tu nous lis, il y a une question dans le chat. Tu n'as pas ton micro, Bertrand. Tu n'as pas ton micro, Bertrand. Oui, et moi-même j'en aurais une d'ailleurs. Ça fait 2 questions. Voilà, alors je vais commencer par celle de Monsieur Agnessens qui nous dit « Bonsoir, merci de votre présentation et point important pour votre pays. Souhaite que votre pays soit discuté
durant la présidence de l'Union européenne. M. Orban a fait cette tournée diplomatique mondiale pour essayer de trouver une paix en Union européenne. Mais je constate que le Parlement de l'Union européenne a refusé toutes les initiatives de votre gouvernement. La présidence de l'Union européenne ne sera donc pas évidente. Comment allez-vous convaincre les États membres pour éviter une guerre? Et M. Agnesens est consul du Canada pour la Flandre et président de la Belgian Consular Union. Merci. Alors, Oui, est-ce que je peux oui, répondre tout de allez-y. suite? Et puis Bertrand répond à M. Edouard. Oui. lors de ça. Merci beaucoup pour cette question parce que c'est une question qui est en ce moment qui a reçu une certaine visibilité dans la presse. Les activités de notre Premier ministre. Je dois acclarer quelque chose. Notre Premier ministre, il a fait une visite en Ukraine, en Russie, en Chine, aux États-Unis, avec le président de Turquie, pas en représentation de l'Union européenne. Il a fait ça comme Premier ministre de Hongrie. Et comme Premier ministre de Hongrie, il peut visiter et il peut se rencontrer avec les personnes où il est intéressé. Ce qui était important pour lui, c'était pas de négocier, c'était pas d'arriver avec un plan, c'était pas de convaincre les différents acteurs avec lesquels il se rencontrait, c'était de mieux connaître leurs idées et d'informer M. Michel, qui a tellement critiqué ce voyage, mais aussi les autres chefs de gouvernement et chefs d'État de l'Union européenne sur les différentes positions. Parce que si on ne parle pas, on ne va pas trouver, ou ça sera très difficile de trouver une solution pour cette guerre qui est malheureusement dans notre voisinage. Pourquoi est-ce que la Hongrie voit une certaine importance pour essayer de faire quelque chose? Parce que, je vais vous dire une chose, nous avons des soldats hongrois qui meurent sur le front de l'Ukraine parce qu'on a une minorité très forte hongroise en Ukraine. Et naturellement, on a beaucoup des Hongrois nationalité ukrainienne qui, comme soldats, se trouvent au front et qui meurent au front. Et ça, c'est une chose que nous voyons très souvent en Hongrie. On a la présence de beaucoup plus d'un million des réfugiés ukrainiens qui sont arrivés chez nous et on voit qu'il y a un conflit que malheureusement, dans les derniers 2 ans, seulement il est devenu plus grave et il y avait, on ne voit pas que ça va dans une direction on voit une fin de cette guerre. Alors, la seule manière de travailler pour un peu amener ce conflit à un autre niveau, c'est de parler et de maintenir des lignes de communication ouvertes. Et ça, c'est une chose que notre Premier ministre, pour lequel cette question de la guerre et de la paix en Ukraine joue un rôle très, très important. Il a fait aussi toute la campagne électorale que nous avons eue pour le Parlement européen. C'était vraiment sur les questions comment est-ce qu'on pourra faire la paix ou comment est-ce qu'on peut s'approcher à la paix. Il a dit, j'ai la possibilité, j'ai des lignes de communication avec les différents acteurs, j'essaie d'y aller, prendre leur position et informer sur leur position. On sait très bien, nous ne sommes pas un pouvoir très grand, on est un pays de 10 millions des habitants. On peut seulement de la côté aider et montrer dans une direction, mais ça c'est premièrement l'Ukraine, c'est la Russie, c'est les États-Unis, c'est la Chine et c'est l'Union européenne qui doivent se mettre d'accord pour vraiment négocier sur la paix et qui doivent essayer de commencer des négociations de paix. Mais il est important de rester en contact, de parler. Je pense que ça, c'était la chose qui était le plus important pour notre Premier ministre. Je suis très heureux qu'il ait la possibilité de parler avec tout le monde parce qu'aujourd'hui, dans une situation tellement grave, on a la possibilité, on a la nécessité d'avoir quelqu'un qui peut tenir des contacts avec les différents acteurs. Et ça, c'était notre Premier ministre qui a toujours informé. Et celui qui dit qu'il n'était pas informé, malheureusement, ça arrive, mais elles étaient toujours informées des résultats des différentes discussions que notre Premier ministre a eues. Monsieur Oui, alors d'abord, j'ai ma question et ensuite je passerai la parole à Monsieur Lancelin et je crois que y a Monsieur Nicolin qui voudrait dire quelque chose. Alors moi, ma question, elle est très simple, c'est quelle va être
la politique de la Hongrie à l'égard de l'élargissement au profit des Balkans occidentaux, même si chaque pays des Balkans a également sa propre destinée. Moi, je prêche pour ma paroisse, je suis consul émérite du Monténégro, mais je pense aussi à la Serbie voisine, puisque M. Orban entretient d'excellentes relations avec M. Vučić. Ensuite, je laisserai la parole à M. Lanksin et ensuite la parole à M. Nicolin, après que vous ayez donné votre réponse, M. l'ambassadeur. Je réponds Oui, tout de suite. oui, on va faire. Je vais tout de suite répondre. Je pense qu'il est très important d'avoir le sommet que nous avons prévu avec les pays de Balkans occidentaux. Naturellement, vous avez tout à fait raison, il y a quelques pays qui sont beaucoup mieux préparés que les autres. Le Monténégro que vous représentez est vraiment le pays qui est en ce moment le mieux préparé. Mais vous savez, tous les pays sont sur un différent niveau des négociations avec l'Union européenne. Et il est important de travailler avec tous les différents pays pour les amener à un niveau plus haut, de fermer quelques chapitres de négociations, de commencer des négociations intergouvernementales. Vous savez, pour entrer dans l'Union européenne, on a tellement des différentes pas qu'il faut faire, tellement des différentes buts qu'il faut arriver pour les finir et pour travailler. Je pense, on sait très très bien ce qui est la situation des différents pays de Balkans occidentaux. En tout cas, on va essayer de les aider d'aller un plus loin. Naturellement, le Monténégro, c'est le pays qui est maintenant le plus avancé. Et le Monténégro n'aura vraiment pas de grandes difficultés d'entrer dans l'Union européenne. Pour ça, j'espère que nous avons sous la présidence hongroise la possibilité d'arriver à un niveau avec le Monténégro que vraiment l'entrée est devant la porte. Il y a un autre pays qui est aussi très très bien préparé, vous l'avez dit, c'est la Serbie. Naturellement, avec la Serbie, il y a encore le conflit avec le Kosovo, mais on va essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour aussi utiliser nos contacts que nous avons avec la Serbie et aussi avec le Kosovo pour travailler sur une possible solution dans cette direction. Ça va prendre encore beaucoup de temps, mais il faut travailler là-dessus pour trouver une solution. Merci beaucoup pour cette question. Merci beaucoup pour cette réponse. Je donne la parole à M. de Lanksin. Oui, merci. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Je préside le comité scientifique de Confrontation Europe. Et on partage avec vous vos préoccupations sur l'Europe, mais un cran plus loin, c'est-à-dire que dans nos réflexions, on s'est dit que l'Europe est assez en panne et on l'a vu dans les élections françaises, peut faire face assez rapidement à une crise. Donc, nous avons effectivement à peu près les mêmes 7 priorités que vous, mais là aussi, on veut aller un cran plus loin, c'est-à-dire qu'on voudrait se concentrer sur, dans chacune de ces priorités, quels sont les points qui, si on ne les traite pas dans les 2 ans qui viennent, le risque de crise risque de s'avérer. Donc, ma question est, au point de vue de la méthode, parce que normalement la présidence européenne, c'est de faire avancer les opérations classiques, c'est-à-dire les directives, les différentes outils législatifs de la Commission, comme la finance, Capital Market Union, etc., etc. Mais là, vous avez des priorités. Comment vous allez délivrer quelque chose derrière tout ça? Ça ne va pas un rapport, ça ne va pas être un plan d'action. Est-ce que ça va être un plan de gouvernance? Est-ce que ça va être un plan de nouvelles directives que vous proposeriez? Et je prends 2 exemples. On est tous d'accord sur l'élargissement, mais vous lisez le livre de Sylvie Goulard ou d'autres. Le problème de l'élargissement, ce n'est pas qu'il se soit important pour tous les pays qui veulent nous rejoindre, c'est comment la gouvernance de l'Europe peut être prête à accueillir ces nouveaux, sans que ces nouveaux pays ne fassent éclater l'Europe. Sur la défense, nous sommes tout à fait d'accord, mais j'en ai beaucoup parlé avec les Allemands. Le problème, c'est un écart culturel. C'est un écart culturel qui fait qu'on a des bonnes intentions, mais les priorités font, comme les Polonais, qu'on va aller acheter immédiatement en Allemagne, ou que sur l'armée européenne, on se dit
culturellement, on n'est pas capable d'y aller. Donc nous, on pense que la défense est un élément fondamental sur l'industrialisation et la recherche. C'est-à-dire que quand on regarde le budget militaire de la défense américain, 800 et quelques milliards, le budget consolidé de la défense européenne, c'est à peu près 250 milliards, mais ces 800 milliards, c'est le moteur de l'industrialisation de l'Amérique et c'est le moteur de l'innovation en Amérique. Et donc, comment en Europe, on traiterait le problème de la souveraineté et en même temps de l'industrialisation à travers une politique de la défense qui serait très usage-driven, c'est-à-dire qu'on parte non pas de politique, mais sur des besoins extrêmement précis exprimés par les états-majors des différents pays. Voilà deux exemples sur cette longue question. Excusez-moi de cette question, mais ce qui m'intéresse, c'est quel serait le deliverable de vos 7 priorités. Merci beaucoup pour cette question. Premièrement, vous avez dit l'Europe est en panne. Heureusement, l'Europe n'est pas en panne. L'Union européenne est quelquefois en panne. Et pour ça, il est vraiment très, très nécessaire. Vous savez, quand il y avait quand il y avait la présidence française de l'Union européenne, pas trop longtemps, en préparation de cette présidence, on a fait la conférence sur l'avenir de l'Union européenne. Ce qui était une idée absolument géniale parce qu'il est nécessaire vraiment de parler où est-ce qu'on veut aller avec cette Union européenne, comment est-ce qu'on peut améliorer la situation de l'Union européenne, comment est-ce qu'on peut améliorer que les informations, qu'est-ce que ça veut dire l'Union européenne arrive plus chez les citoyens européens qui très souvent ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire cette Union européenne. Et c'est une chose qui est vraiment d'une énorme importance parce qu'on a vu cette année, qu'est-ce qu'il y a eu ce très grand problème? On a eu des élections pour le Parlement européen cette année. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des campagnes électorales où on a parlé dans les différents pays de l'Union européenne, surtout, mais pas sur des questions européennes, parce que malheureusement, comme les politiciens pensent, les Européens ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire Parlement européen, qu'est-ce que c'est la responsabilité du Parlement européen, de la Commission, du Conseil, qui joue quel rôle. Ça, c'est une chose qui est vraiment un des plus grands problèmes que nous avons, qu'il n'y a pas assez d'informations sur cette Union européenne, comment fonctionne cette Union européenne. Vous voyez, pour vous donner un très petit exemple, si on parle de la Commission, on a aujourd'hui presque oublié que la Commission, c'est une institution technique. Elle a une responsabilité technique de travailler avec toutes les lois qui se passent au Parlement européen. Comment est-ce qu'on fait introduire les différentes lois dans les pays membres de l'Union européenne. Aujourd'hui, la Commission est devenue une institution politique et idéologique qui fait sa propre politique, qui a sa propre idéologie. Je vois Madame von der Leyen qui explique que les commissaires ne peuvent pas venir à Budapest pour des raisons politiques. Ce n'est pas le devoir de la Commission. Il faut retourner à mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette Europe et qu'est-ce que c'est l'importance de cette Europe. Que l'Europe fonctionne, un des indicateurs les plus importants, c'est l'élargissement. L'élargissement est vraiment très important parce que ça donne de stabilité à cette Union européenne et ça ne sonne pas de déstabilité, ça donne de stabilité parce que si on voit autour de l'Union européenne, il est très important d'avoir de stabilité. Et je viens d'un pays où il y avait, quand le pays n'était pas dans l'Union européenne, il n'y avait pas beaucoup de stabilité. Ça donnait, Autriche est entrée dans l'Union européenne, ça donnait beaucoup de stabilité à l'Autriche. Alors, quand nous sommes entrés, ça a donné beaucoup de stabilité dans notre pays d'être membre de cette grande famille. Alors, c'est pour ça, l'élargissement, d'avancer l'élargissement avec des pays comme le Monténégro, par exemple, qui ne crée vraiment pas de problème pour l'Union européenne. Il y a beaucoup de pays qui ont fait des efforts pour beaucoup de temps, parce que ces pays sont depuis 15 ans en train de se préparer. On ne vraiment n'a pas laissé avancer ces pays pour des raisons politiques. Pour ça, notre but, c'est d'avoir un élargissement basé sur les mérites des différents pays. Parce qu'il y a des pays qui ont des énormes mérites, qui ne sont pas reconnus politiquement et qu'on n'a pas donné la possibilité de s'approcher. Mais je retourne à la question principale. C'est pour nous, vraiment, le principal, c'est la compétitivité. Parce que l'Europe
peut seulement gagner quand économiquement ça va bien et économiquement il est fort. On vit dans un temps où on a d'un côté les États-Unis, à l'autre côté la Chine, qui font une concurrence très très forte à cette Union européenne, où il faut vraiment aider à l'Europe de redevenir compétitive. L'Europe passe par une période très difficile. On a eu le Covid, on a eu une crise énergétique avec beaucoup d'inflation sur le territoire. On a les États-Unis avec l'Inflation Reduction Act, le IRA, ils ont fait ils sont entrés vraiment dans une compétition avec l'Union européenne et eux, malheureusement, avec beaucoup de succès, où nous avons des problèmes. Il faut vraiment travailler sur la compétitivité européenne et je pense que la compétitivité européenne et l'élargissement sont deux points clés qu'il faut et aussi, au même temps, informer sur l'Europe, donner des explications sur l'Europe, montrer qu'est-ce qu'il fasse le Parlement européen et les différentes institutions, parce que seulement comme ça, on peut maintenir cette famille vraiment vivante et active. Et il y a un dernier point que j'aimerais bien faire. On ne s'occupe pas très souvent de l'histoire. Qu'est-ce que c'était le premier but pour cette Union européenne? C'est sur le continent, les fondateurs de l'Union européenne, qui étaient aussi des historiens qui connaissent l'histoire. Ils savaient très bien qu'est-ce qui s'est passé sur le continent européen avec des conflits, avec des guerres, avec des difficultés, et qu'est-ce que ça produit pour ce continent. De faire l'unification européenne, c'est premièrement une question de sécurité et stabilité. Parce qu'avec sécurité et stabilité, c'est la base pour avoir une économie qui fonctionne et que ça donne la richesse que le continent européen a besoin. Alors, il faut revenir à la sécurité et la stabilité, il faut travailler sur la compétitivité et pas oublier que l'Europe, c'est pas seulement l'Union européenne, c'est tout le continent et pour ça, travailler pour l'élargissement. Merci beaucoup. Bertrand, je crois qu'il y a une question de M. Nicolas et une question de M. Dragon. On va donner la parole à Monsieur Nicolas, ensuite à Monsieur Dragon, et ensuite j'aurai une question anonyme. Oui, monsieur l'ambassadeur, vous avez évoqué l'Europe de la défense et vous avez évoqué l'immigration et la crise migratoire. Et dans cette crise migratoire qui peut déstabiliser des économies, voire des gouvernements, il me semble qu'il y a un volet qu'il serait nécessaire d'inscrire, c'est la création d'un corps de garde-côte comme aux États-Unis, où ce ne serait pas un pays qui protégerait l'ensemble de ces milliers de côtes de l'Europe, mais un véritable corps militarisé qui éviterait certainement des morts en Méditerranée et ailleurs, mais qui protégerait aussi nos frontières. Il n'y a pas que des frontières terrestres, il y a des frontières maritimes. Et en matière de protection maritime, on a très peu de choses. On a en France la gendarmerie, et puis on a aussi quelques avisos basés en Bretagne, mais enfin, on y va d'une façon dispersée. Et si on veut traiter l'immigration, il devrait y avoir un volet. Bien sûr, ça va prendre du temps en disant il va falloir créer un véritable corps militarisé comme aux États-Unis. Il me semble, je ne connais pas votre avis. Merci beaucoup. Est-ce qu'on prend plusieurs questions ou est-ce que... Oh, les je continue, okay. Ça va, il est très 51, bien. On attend de prendre des questions encore. Merci beaucoup. Je pense qu'avec la migration, on était toujours très clair. Ce qui est premièrement important, c'est de mieux protéger les frontières de l'Union européenne. Il faut vraiment travailler sur la protection des frontières européennes parce que si on ne trouve pas une solution pour la migration en dehors des frontières, quand on fait l'importation de la migration sur le territoire de l'Union européenne, ça devient très, très difficile de trouver une solution. Pour ça, il faut vraiment essayer de faire tout ce qui est nécessaire pour gérer la migration en dehors des frontières avec l'Union européenne. Je vais vous dire une chose, on a maintenant ce pacte migratoire qui est décidé par les pays de l'Union européenne. Malheureusement, nous ne sommes pas très contents avec ce pacte migratoire parce qu'il y a encore dans le pacte migratoire des certaines quotas pour comment est-ce qu'on fait pour amener les différents migrants dans les pays de l'Union européenne. Il y a dans le pacte migratoire aussi la question qu'il faut accepter 20 000 migrants chaque année dans l'Union européenne.
ce qui est très difficile à gérer parce que ça crée une certaine espoir chez les gens qui partent en direction de l'Europe parce qu'ils savent, oui, moi je suis sûrement un des 20 000 qui aura la possibilité d'entrer dans cette Union européenne. Il faut essayer vraiment de gérer la question en dehors des frontières de l'Union européenne. Seulement pour vous donner un tout petit exemple hongrois, on a dans la fortification de la frontière que nous avons avec la Serbie, ce qui est notre frontière que nous avons avec un pays qui n'est pas encore membre de l'Union européenne, on a fortifié cette frontière pour 1,5 milliard de forints, ce qui est beaucoup d'argent. Et on fait ça seulement avec le budget hongrois. On n'a reçu rien de l'Union européenne pour la fortification de la frontière que nous avons fait en Hongrie. Il faut, de la côté de l'Union européenne, aussi reconnaître ce que les pays à la frontière font et les aider dans leur défi de défendre les frontières. Mais comme j'ai déjà expliqué dans la première présentation, il faut travailler avec les pays où la migration commence, avec les pays de transit et aussi avec les pays qui font, disons, frontière avec le Méditerranée où la migration commence. Il y a des contacts très forts avec la Tunisie, qui travaille très proche avec l'Italie parce qu'il y a beaucoup des migrants qui parlent de la Tunisie. Il faut fortifier les contacts avec ces pays et vraiment travailler sur la source de la migration et aussi avec les pays où il y a le transit. Ça, c'est fortifier les frontières de l'Union européenne, mieux gérer la situation des migrants qui sont ici, mieux gérer la situation avec des migrants qui n'auront pas la possibilité de rester sur le territoire de l'Union européenne parce que on voit malheureusement ce qui se passe dans les grandes villes et dans les régions où la migration, où on n'a pas eu la possibilité de travailler sur une intégration des migrants. Ça crée des énormes problèmes et ce sont des problèmes qui sont pour toute l'Union européenne. Merci beaucoup. Alors, vu l'heure, Bertrand, il est 19h54, je propose de lire la question anonyme et la question de Jean-Luc Dragon pour qu'on puisse, voilà, on fait un paquet final avec les dernières questions Bien sûr. qui nous permettra de répondre et d'avoir quelques questions. Et il y a Richard Yunto. Ah, on ne peut pas ne pas laisser la parole à Richard, sinon je vais avoir des problèmes terribles. Et ça, je ne prendrai pas le risque. Ok. Alors, donc la question anonyme, c'est un participant. Allô, allô? Ah. Attends, laisse Richard. On laisse Richard Yunto, il va ensuite. C'est bon? Très bien. Oui, oui. On m'entend? Oui. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Et tous mes autres amis qui sont là. J'ai une question un peu plus consensuelle, si je puis me permettre. Les citoyens d'Europe ne comprennent pas l'Europe. Ils ne comprennent pas toujours l'Europe, elle est lointaine. On l'a vu aux élections récentes. Qui pourrait aider à cette compréhension? Mais quelqu'un qui a la légitimité. Est-ce la présidence du Conseil? Est-ce le Parlement? Les deux peut-être. Comment on pourrait faire pour mieux faire aimer, au moins comprendre, au moins savoir que ça existe à l'ensemble des citoyens d'Europe, que l'Europe existe et elle peut être utile? Voilà, si on prend les deux autres questions, Bertrand, comme ça on va être dans les temps. Merci, Richard. Ok, on fait un package. Donc, la question de Jean-Luc Dragon est très simple. C'est quelle est la position de la Hongrie vis-à-vis de l'intégration européenne de la Turquie? Et la question de notre participant mystère est relative à l'impact des importations agricoles ukrainiennes sur l'agriculture des pays membres et la concurrence déloyale que cela implique, compte tenu d'une part du volume important de ces importations et d'autre part de la différence d'exigence de qualité en termes d'utilisation des produits phytosanitaires. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les 3 questions. Cher Richard, merci, merci beaucoup pour parce que ça c'est une question qui est faite pour moi parce que ça c'est une chose qui vraiment me
passionne beaucoup. Qu'est-ce qu'on pourra faire pour donner plus de visibilité à des miracles que cette Union européenne a déjà fait et combien des choses positives l'Union européenne a fait. Oui, je suis toujours très triste quand je regarde les campagnes électorales et comment on n'utilise pas cette campagne électorale pour parler mieux de l'Europe et expliquer mieux ce que l'Union européenne a fait. Je pense que les gens qui sont les clés pour faire ça, ce sont les différents membres du Parlement européen. Parce qu'il faut convaincre les membres élus du Parlement européen de ne pas faire ce que malheureusement ils font très souvent, c'est quand ils sont élus, ils font le bagage, ils prennent la famille, ils prennent les parents, ils vont à Bruxelles et ils restent à Bruxelles. Et ils perdent le contact avec le pays qui les a envoyés. Il sera tellement important que les députés comprennent qu'il est nécessaire d'être visibles dans leur propre pays et de donner explication parce qu'ils sont les mieux placés pour expliquer cette Union européenne et ce qui se passe au Parlement européen pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Et ça, malheureusement, a changé dans les dernières années. Je le sais très bien, mon père, il était entré dans le Parlement européen dans l'année 79. Le juin, il était après ça pour 20 ans au Parlement européen. Lui, il a, et je le sais très bien parce qu'on a vécu ensemble, le lundi matin, il est allé à Strasbourg ou à Bruxelles, le jeudi soir ou le vendredi matin, il est retourné et le week-end, il a fait des discours, il est allé à la campagne, il a eu des réunions avec des personnes. Et dans ce temps-là, on savait qui est ton représentant au Parlement européen. Aujourd'hui, si on fait un sondage dans les différents pays, dites-moi de vos parlementaires européens, qui est votre parlementaire européen? Qu'est-ce qu'il fait? Quand est-ce qu'il a fait? Je pense que ça sera vraiment. Maintenant, probablement avec les élections, il y a encore quelques noms qui sont présents. Faisons ça en septembre, octobre, novembre, au commencement de l'année prochaine. Alors, ils seront oubliés et on ne sait pas qui est le représentant et qui représente ton pays dans le Parlement européen. Je pense que ça serait une manière très visible de faire ça, travailler avec les membres du Parlement européen et forcer qu'ils vont travailler un peu plus pour donner visibilité à l'Union européenne. Mais disons, je sais aussi que ça c'est très compliqué parce que les membres du Parlement européen, ils ont très bien payé, ils sont très agréables à Bruxelles, ils sont très contents. À Strasbourg, ils vont dans les meilleurs restaurants à Strasbourg. Et naturellement, ça c'est toujours une bonne excuse de pas aller à leur circonscription, mais rester à Strasbourg pour le week-end, c'est beaucoup plus facile. C'est une des possibles solutions. Il y aura aussi des autres, mais je pense que si on peut convaincre les gens, ça, on a déjà fait un grand pas en avant. Mais merci beaucoup pour la question, parce que ça, c'est vraiment clé. Comment est-ce qu'on peut faire ça dans le futur? Question avec la Turquie. C'est une question pour un Hongrois, parce que naturellement, comme vous le savez, on a une relation très spéciale avec la Turquie. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Première raison, on sait très bien. Je m'excuse. La Turquie a un rôle très important avec toutes les questions de la migration. La Turquie est basée sur si on peut dire, le robinet de la migration pour donner la possibilité que beaucoup d'immigrants arrivent à la frontière de l'Union européenne ou s'ils restent en Turquie. Pour ça, il est très important de parler avec la Turquie, de rester en contact avec la Turquie, parce que si on n'a pas la possibilité de gérer la question migratoire, il est très nécessaire de rester en contact avec la Turquie. La Turquie joue un rôle aussi économiquement très, très important, pas seulement dans la Turquie, mais aussi dans les autres pays turcs. Et il y a beaucoup des pays qui ont cette organisation des pays turcs, qui sont économiquement très importants pour l'Union européenne, mais aussi très importants pour toutes les questions énergétiques et pour des sources de l'énergie qui arrivent chez nous. Et pour ça, c'est très important de rester en contact
on est en bon contact avec la Turquie, de parler avec eux et de voir comment on trouvera une possibilité pour collaborer le mieux avec la Turquie. La Turquie, comme disons aussi les négociations de la Turquie avec l'Union européenne, et aussi, ça c'est une question de mérite. Alors, on ne peut pas dire on veut ce pays dans l'Union européenne, mais on ne veut pas ce pays, ce pays, ce pays. Je pense que c'est vraiment, il faut regarder sur les différents pays. Et si les pays font les mérites de vraiment faire ce qui est nécessaire pour entrer dans l'Union européenne, ils doivent aussi avoir la possibilité de foncer. La Turquie est encore très très loin d'avoir la possibilité d'entrer dans l'Union européenne, mais pour ça, il est très important de rester en contact avec eux. Questions migratoires, questions économiques et questions énergétiques qui sont les trois très importants pour nous. Pour ça, il est important de travailler, de parler avec la Turquie. Merci beaucoup pour la question de l'agriculture. C'était naturellement un grave problème avec nous, tout ce qui est arrivé en Ukraine, parce que on se trouvait en Hongrie d'un moment à l'autre avec une entrée d'une énorme quantité de grains, de viande, des autres produits agricoles en Hongrie, qui étaient au commencement prévu de seulement croiser la Hongrie, parce qu'on voulait aider à l'Ukraine, que croiser la Hongrie pour aller à un port ou à une place d'où ce grain peut suivre son chemin sur les destinations où il devait aller. Malheureusement, la situation était un peu différente parce que le grain est entré en Hongrie et resté en Hongrie parce qu'il y a des gens qui veulent faire des, disons, de business intéressant avec les produits agricoles. Ils ont vu que ça, c'est beaucoup plus bon marché que la production parce que les circonstances de la production en Ukraine sont très différentes que dans l'Union européenne. Et pour ça, ça a créé beaucoup de problèmes chez nous parce que le stockage des produits alimentaires en Hongrie s'était rempli tout de suite avec des produits qui sont venus de l'Ukraine. Et quand il y avait la récolte en Hongrie, il n'y avait plus de place pour faire le stockage des produits agricoles. Pour ça, on a commencé de fermer les frontières jusqu'à ce qu'on trouve la possibilité vraiment d'organiser le transport des produits agricoles de l'Ukraine au pays où ils ont destiné, ce qui est l'Afrique et aussi des autres pays qui ont absolument la nécessité de recevoir ces produits. Il faut organiser ça, il faut garantir que ce qui entre dans le pays aussi sort à l'autre côté pour être transporté à les pays du destin. Et il faut regarder aussi dans le futur que s'il y a des produits agricoles qui entrent le marché européen, qui sont produits sous les mêmes conditions que les produits agricoles qu'on produit dans l'Union européenne, parce que c'est très difficile pour les agriculteurs qui se trouvent sous une, disons, double pression. La première pression, c'est aussi avec tout le changement vert qui se fait, le changement climatique, on donne beaucoup des obligations et beaucoup des travail spécial pour les agriculteurs qui coûtent d'argent. À l'autre côté, on achète des produits agricoles qui sont plus bon marché en dehors de l'Union européenne. C'est un sujet qui est très important. Pour ça, c'était compréhensible que les agriculteurs en Europe ont dit qu'il faut changer ce système. Il faut travailler pour aider les agriculteurs. On a malheureusement fait l'expérience avec ces produits qui sont arrivés de l'Ukraine. À l'autre côté, il ne faut pas oublier qu'il faut aider à l'Ukraine, qu'ils ont la possibilité de vendre des produits agricoles. Pour ça, c'est très important de trouver la possibilité d'amener ça vraiment au destinataire où c'était prévu pour ne pas créer des problèmes dans les pays, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays dans l'Union européenne qui produisent plus des aliments qu'ils ont de la consommation dans leur propre pays.
Ça, si je suis bien informé, c'est la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, la Pologne et la France. Alors, les autres pays ont déjà besoin de l'importation des produits alimentaires. Alors, il faut protéger ces 5 pays qui, heureusement, encore produisent surplus plus des produits alimentaires comme ils sont nécessaires dans le pays. Ça, c'est un sujet très important que nous avons, comme vous avez vu aussi, géré dans notre présidence. Merci beaucoup pour votre intérêt. Merci, Monsieur l'ambassadeur, pour votre intervention. Merci à tous les participants pour les questions qui ont été pertinentes. Parfois, elles sont plus impertinentes. Je ne sais pas, vous avez dû les impressionner. Je donne rendez-vous à tout le monde à la rentrée. Donc, rien en juillet-août maintenant, puisqu'on a eu un programme très chargé. Et à la rentrée, plusieurs rendez-vous qu'on vous confirmera. L'un sur les questions économiques avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et l'autre sur la francophonie sous plusieurs angles, donc avec des amis consuls ou ambassadeurs de pays africains et avec des représentants de l'organisation de la francophonie, puisque le mois d'octobre sera marqué par le sommet de Villers-Cotterêts auquel on entend bien contribuer à notre place. Encore merci, Monsieur l'ambassadeur. Merci à tous et bel été et à bientôt pour de nouvelles aventures. Moi aussi, je vous souhaite de très très bonnes vacances d'été. Une chose que les diplomates à Paris ne vont pas avoir à cause des Jeux Olympiques. On n'a pas des vacances cette année. Alors, à vous d'avoir des très très bonnes vacances. Merci beaucoup pour votre intérêt et au revoir. Merci bien. Merci. Au revoir, merci. Au revoir.